Pour moi, quelqu'un qui va au burn-out, c'est parce que le boulot est trop présent partout. Je commence à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne surtout pas et ce qu'il ne faut pas faire. Et je vois que je suis en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc en fait, j'arrive à utiliser ce bad buzz pour me lancer. Et ça marche bien parce que j'ai plusieurs questions en commentaire, parce que les gens voient que je réponds. Et une fois que tu as fait la miniature et le titre, là, tu vas faire ton script et ton intro. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Je crois que j'avais déjà un peu présenté le format, c'est à peu près 1 heure. Alors, je suis pas encore sûre en fait sur le format vidéo. Je ne sais pas si je vais les publier sur YouTube, tout simplement parce que le rendu est pas si incroyable que ça. Donc, je vais voir. Une chose est sûre, ce sera mis sur toutes les plateformes de podcast. J'en ferai un post LinkedIn, je le mettrai dans ma newsletter. Donc, il y aura quand même de la communication dessus. Ça te va? Ah oui, moi tout me va. Hein. Après, pour en revenir vite fait sur le podcast vidéo, Ouais. le rendu n'a pas besoin d'être fou. Nous, si on conseille à nos clients ou à des prospects de passer sur le podcast vidéo, c'est que aujourd'hui, il est possible d'écouter une vidéo sans la regarder sur YouTube. C'est vrai. Là, ça y est, YouTube, depuis quelques mois, tu peux classer tes vidéos comme étant un podcast. Et normalement, il y a la mise à jour qui va arriver où tu vas pouvoir retrouver ces épisodes dans le YouTube Music. Ok, mais du coup, tu auras quand même le format vidéo. Bah, t'auras les deux. Parce que YouTube Music, tu peux l'écouter sur ton téléphone sans écouter, sans voir la vidéo. Donc, tu veux, comme on dit, c'est dommage. Parce que quoi qu'il arrive, ça te fait une plateforme de plus à écouter. Et comme YouTube, ça reste quand même un média qui est très présent chez la plupart des personnes. Oui. Comme je dis souvent, hein, aux États-Unis, la plateforme numéro 1 des podcasts, ça reste YouTube. C'est pas Spotify, c'est pas Apple. Et en France, tu sais? Je sais plus exactement. Comment on pourrait ça la meilleure plateforme? Moi, comme ça, de prime abord, j'aurais dit Spotify. Oui, je pense qu'il y a des chances. Alors non, c'est plateforme. Ok, donc toi, tu recommandes plutôt le poster parce que quoi qu'il en soit, la vidéo, elle sera là, donc autant l'utiliser. Oui, nous, tu vois, déjà, nous sur notre podcast avec Sylvain, on n'est pas comme Thibault Louis compagnie dans un studio. On fait ça par un peu comme toi, quoi. Ouais, on a pas mal d'épisodes où c'est plus écouté sur YouTube que sur toutes les plateformes. Ok. Et vous utilisez quoi comme outils? Nous, on est sur Zencastr. Ok. Vous en êtes satisfait? Ouais, plutôt. Alors là, je sais pas toi comment ça fonctionne, mais sur Zencastr, ce qui est bien, c'est que tu as 2 fichiers séparés. Ouais, ici, enfin avec Riverside aussi. Ouais, donc c'est plutôt pas mal d'avoir 2 fichiers. Après, alors tu vois, niveau qualité, alors toi, je te vois pixelisé. Je sais pas si c'est voilà. Mais ça, c'est à cause de ma connexion du Maroc. Ouais, j'imagine. Et là, tu vois, je crois que si je regarde, apparemment, moi, je suis en 720p. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est juste que tu reçois mal mon image. En revanche, Oui. la manière dont toi, tu te vois, il y aura la même qualité de mon côté parce que c'est enregistré chacun de notre côté. Donc, c'est 2 fichiers séparés. C'est ça qui est bien avec... Et même au niveau de l'audio, c'est bien parce que tu peux agir que sur un et pas sur les deux en même temps pour le monter, pour le descendre, pour faire du post-traitement. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc après, pour moi, ça doit être c'est la même chose, quoi. T'as 2 écrans, c'est très pratique, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, votre podcast, vous l'avez lancé il y a combien de temps? Je pense qu'on ça va faire 1 an là. Ok, 1 an full digital et le fait le physique ne te manque pas dans ce genre de format? C'est-à-dire? Est-ce que, je sais pas, t'as pas envie de rencontrer les gens en physique, de faire ces interviews en studio? Bien sûr. Mais
Alors, c'est des discussions qu'on a avec des prospects. Euh, Idéalement, oui, j'adorerais avoir un studio et tout. Le problème, c'est que c'est très réservé aux Parisiens. Moi, je suis de Toulouse. Lui, il est de Lyon. Donc, en gros, on se mettrait une barrière Hmm. euh, à se dire oui, on veut faire que des épisodes dans un studio. On se mettrait une barrière qui finalement, bah, si on avait ça comme critère, je pense qu'on aurait peut-être sorti quoi, 3 épisodes parce qu'il aurait fallu monter, euh, trouver la bonne date pour avoir tout le monde au même moment. Oui. Au même endroit parce que les allers-retours ça coûte cher. Pour peut-être oui avoir un truc plus joli mode télé, mais aujourd'hui la, enfin, beaucoup de nos clients viennent de ce podcast qui fait pas. Allez, si on tape 1000 écoutes par épisode, toutes plateformes confondues, on est content, quoi. Ok. Mais ça nous permet de créer un contenu d'experts niché Hmm. euh, et les retours sont excellents. L'autre fois, on a même été cité par des personnes de Wallaxy. Sympa. En disant, voilà, on est en train de voir nos stratégies vidéo. Si je peux vous conseiller, allez écouter le podcast Code YouTube. C'est Mathieu et Sylvain, c'est des experts, c'est génial. Bah, nous, on se dit qu'on a réussi notre truc, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, on a entamé la discussion, peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais? Alors, rapidement, il faut que je le fasse. Bon, non, rapidement, non, pas, je sais pas pourquoi j'ai dit Non, rapidement, ça me... non, mais t'as raison, c'est des fois très bien de le faire rapidement. Donc moi, c'est Mathieu Germer, et aujourd'hui, je pourrais me dire que je suis consultant YouTube. Donc en gros, avec mon collègue Sylvain, nous accompagnons des entreprises et surtout des entrepreneurs à développer leur visibilité sur la plateforme reine de la vidéo, donc qui est YouTube. Et alors soit on permet à des personnes de se lancer sur YouTube, mais ce que nous on préfère, c'est vraiment prendre des entrepreneurs déjà bien installés dans leur business, qui souvent sont déjà assez connus sur une ou deux plateformes, très souvent parce que c'est mon réseau préféré, c'est LinkedIn, et qui ont envie d'aller un peu chercher une autre aventure, aller Ouais. conquérir un autre marché. Et donc c'est là où on les accompagne euh, sur une prestation premium où on s'occupe de tout, de la création de la chaîne ou même du paramétrage de la chaîne, la stratégie, miniature, titre, montage, publication, promotion. Voilà, on s'occupe de tout ça en fait. On est vraiment là pour être presque tous les jours avec nos entrepreneurs. Ok. Et t'as toujours eu un attrait pour YouTube, pour le format vidéo? Alors l'attrait pour YouTube, je l'ai depuis que YouTube existe en tant que spectateur. J'ai beaucoup appris sur YouTube, mais que ça soit pour le côté professionnel ou même mes loisirs, mes hobbies, quoi. Mhm. Euh, mais honnêtement, il y a 5 ans, jamais j'aurais pensé faire ça aujourd'hui. Euh, à la base, j'aime dire, moi, je suis un jeune entrepreneur. C'est-à-dire que ça fait même pas, ouais, ça fait bientôt 5 ans que je suis entrepreneur. Ok. Par contre, j'ai fait une dizaine d'années dans la banque, donc tu vois qu'il y a rien à voir avec la vidéo. Et il y a 5 ans, on va dire un petit changement dans ma vie. Le boulot, ça se passait plus très bien. Ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de quitter le système bancaire, le monde bancaire, et je me formais à l'époque déjà sur YouTube pour être développeur web, coder, des trucs comme ça. Donc tu vois, YouTube était déjà présent. Ok. Et je suis devenu entrepreneur parce que j'ai eu une opportunité de quitter mon boulot et j'ai eu ma fille, une petite fille qui est arrivée. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais autant m'occuper de ma fille que développer un business. Mais au départ, mon business n'avait rien à voir avec la vidéo. La vidéo, ça a été vraiment quelque chose qui est arrivé par opportunité. En fait, je pense que quand je m'écoute, beaucoup de choses que je fais sont par opportunité. Ok. C'est-à-dire qu'à Et à la base, j'ai juste créé, enfin j'ai juste communiqué comme toi sur LinkedIn. Mais c'était il y a quoi, il y a 3 4 ans. Et je faisais un peu comme tout le monde, des posts écrits, des carousels, trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'avais envie de me démarquer des autres, et j'ai créé de la vidéo sur LinkedIn. Alors que ok. personne ne faisait de la vidéo sur LinkedIn. Et petit à Et petit, j'ai vendu de la vidéo sur LinkedIn. Mes clients étaient contents. Mes clients m'ont dit,
tiens, ce serait pas mal de les voir sur YouTube. Bah, j'ai créé une offre pour les accompagner sur YouTube et depuis, bah voilà, je fais que du YouTube. Attends, j'ai plein de questions. Première question, par rapport à ce changement qui est assez surprenant. Donc, tu quittes ton boulot au Mm. même moment que tu as ta fille. Donc, ça fait un peu... là, tu changes du tout au tout. T'avais pas peur à ce moment-là Oh, si de tu veux dire, tout parce ça. que tu sors complètement de ta zone de confort. Oui, alors, si tu veux, c'était même encore pire que ça, si tu veux tout savoir. Dis-moi tout. Donc, donc voilà, à peu près 10 ans dans le domaine bancaire. Les dernières années affreuses. C'est-à-dire que j'arrive le matin, j'ai la boule au ventre, je vais bosser. Je sens que c'est plus du tout cohérent avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que je veux. Mais il y a ce problème de confort, quoi. Quoi qu'il arrive, t'as ton salaire à la fin du mois. Domaine bancaire, c'est pas là où t'es le mieux payé, mais t'as pas non plus à te plaindre au niveau des Mhm. avantages et tout. Mais je sens que ça va plus, que mon corps commence à me lâcher. Je commence à avoir des conséquences même physiques sur mon corps. Euh, donc oui, ma femme est enceinte. On achète une maison, donc crédit sur le dos. Ok. Euh, et à un moment, oui, je sens que j'ai une opportunité d'avoir pas du chômage, quoi, tout simplement. Parce que quitter la banque, à la base, la banque te dit non, non, tu démissionnes et tu n'auras rien derrière, quoi. Donc Mm. impossible, quoi. Et donc là, j'ai une opportunité d'avoir du chômage et grosse discussion avec ma femme, hein. Donc de se dire bon, bah, ok, on a un deuxième enfant, hein, parce que c'est pas notre premier, hein, la petite. Donc on a déjà un grand. La petite arrive, on commence un crédit, et là je lui dis bon bah voilà, j'arrête tout, je me mets 2 ans au chômage et voilà, j'y connais rien, et on fait le bilan dans 2 ans. Une nouvelle aventure qui commence. Et attends, excuse-moi juste, tu parles du fait que t'allais pas bien, tu le ressentais au niveau de ton corps, etc. Est-ce que tu dirais que t'es allé jusqu'au burn-out ou... Non, 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 c'est pas. Ok, Alors, je pense que le burn-out, comment dire, je ne vis pas pour travailler. ok. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que je serais incapable, c'est peut-être bête ce que je dis, hein, je sais pas comment on pourrait expliquer, je serais incapable d'aller au burn-out parce que le boulot ne fait, enfin c'est pas l'essentiel dans ma vie, même aujourd'hui. Ok. Euh, pour moi, quelqu'un qui va au burn-out, c'est parce que le boulot est trop présent partout. Alors Hmm, que moi, une fois que j'étais sorti du boulot, j'étais sorti du boulot, quoi. Même si ça hmm. prenait forcément sur mon humeur, mais j'avais d'autres moyens de décompresser derrière. Mais non, non, c'était physique, c'était du mal-être permanent au boulot. Euh, pour, pour te dire, alors ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment expliqué comme ça dans un podcast ou même à d'autres. Euh, J'avais une transpiration excessive. C'est con, hein, mais ça veut Ouais. dire que même en hiver, je transpirais dès que j'arrivais au boulot. De stress? Ouais, de stress, ouais. Le jour où j'ai quitté la banque, plus rien du tout. Disparu. C'est Ouais, ouf. mais totalement, totalement. J'ai très vite compris que c'était le boulot et le stress, parce que même en vacances, ça allait. Dès que j'allais au boulot, j'avais beau être en hiver, je transpirais. Voilà. Le stress agit de manière différente sur chaque personne, en fait. Hmm, bien sûr. Et t'as eu d'autres effets sur ton corps ou c'était l'unique élément? Non, ça a été vraiment l'unique élément, Ok. voilà. Mais après, voilà, on va dire les trucs classiques, la boule au ventre, un truc comme ça, quoi. C'est où t'es pas physiquement, tu le sens que t'es pas bien, quoi. Ok. Et t'avais consulté quelqu'un ou juste tu t'es fait une auto-analyse et tu t'es dit ok c'est bon maintenant Non, j'ai c'est le consulté. moment de changer. Non, j'ai consulté, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et bah, en fait, quand tu consultes et que les gens commencent à te dire, bah, je sais pas trop d'où ça vient, euh, C'est que c'est là, tu te mental. dis, bon, ouais, voilà, c'est pas une maladie. Ouais. Tu peux pas vraiment agir dessus. L'élément déclencheur, c'est le boulot. Bah, t'as pas le choix, en fait. Quitte le boulot, quoi. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Euh, j'ai eu la chance de réussir, ce qui a pas été forcément facile, quoi. Mais ouais, ouais, c'est assez marrant, quoi. Ok, donc tu quittes ton boulot, tu Mm, dis à ta femme, je me lance dans l'entrepreneuriat, mm. je me donne 2 ans, on fait le point dans 2 ans. Ta femme, elle travaillait en parallèle? Oui, oui, heureusement. Ok. Oui, c'était la condition, enfin voilà, c'était une condition
Sinon, ça aurait été impossible de se lancer comme ça, même avec le chômage. Enfin, encore une fois, comme je l'ai dit, on venait d'acheter une maison. Ouais, et Donc, 2 enfants. et 2 ans, voilà, un grand et une petite qui est arrivé. Il fallait au moins une personne fiable dans le couple, et c'était elle. Une situation sûre. Ouais. Ok. Alors, elle était en CDI et tout, donc Elle bossait dans quoi? elle travaille dans l'aéronautique, ma femme. Ok. Donc on est à Toulouse, aéronautique, voilà, c'est le Oui, secteur. Donc exact, c'est c'est vrai. un bon secteur, pour pas citer, c'est une grosse entreprise d'aéronautique sur Toulouse. Ok. Et non, ce n'est pas Airbus, pour ceux qui vont dire Airbus. Non, ce n'est pas Airbus. Ok. Et toi, quand tu t'es lancé, tu savais déjà la direction que tu voulais prendre? Tu savais déjà ce qui t'attirait? Je savais pas ce qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était l'aventure. Pour être honnête, hein. Ok. Je voulais je voulais créer un business. C'est peut-être con, hein, mais première idée, c'est créer un business. J'ai pas de C'est déjà un bon trauma, j'ai pas début. de. Ouais, tu sais, je vais pas te mentir, j'avais pas une mission qui me collait au corps. Non, non, j'avais une mission très primaire, gagner de la thune sur Internet. Ok. C'est bien, hein. Donc, oui, oui, non, mais autant y aller honnêtement. Hein. J'aimerais bien te dire, oui, je voulais révolutionner. Non, 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 je voulais juste être chez moi, m'occuper de mes enfants et gagner de la thune. Ok. J'aime cette honnêteté. Ok. Et t'as commencé comment? Comment tu t'y es pris en fait? Parce que tu passes quand même de j'ai un CDI, je bosse en banque, à je veux me lancer sur Internet et gagner ma vie comme ça. Mmh. Je fais comme toute personne qui se renseigne sur Internet et sur YouTube. Tu suis des personnes qui réussissent sur, sur Internet et tu tombes sur le dropshipping. Euh, Ok. Truc classique, hein. Là, tu dis, attends, je vais faire une petite boutique. Ok. Alors attention, je suis pas. euh, voilà, encore une fois, j'avais pas 20 ans à ce moment-là, donc je dis, on va essayer de faire un truc un peu mieux que juste acheter un truc sur Alibaba et le revendre. Euh, Ouais. et là, je pars de ma situation de père au foyer et je crée une boutique de ce qu'on pourrait appeler du print on demand. Je sais pas si tu vois en gros. Ok. Donc en gros, je, je trouve un Sur des vêtements? partenaire sur des vêtements. Je trouve un partenaire pour faire des t-shirts plus ou moins bio. euh, et je fais du graphisme pour mettre sur des vêtements, sur des trucs un peu dans la vibe père au foyer. Donc tout est tourné de ce côté-là, tu vois. Ça Très ressemble à niché. quoi? Ça ressemble à des J'ai du mal à designs imaginer. ça ressemble à des designs où tu vois un père enfin, pousser sa poussette avec son enfant, des phrases. Alors je me rappelle plus des phrases que j'avais trouvées, mais voilà, c'était ce côté un petit peu de un homme peut être au foyer, voilà, Ok. ce genre de truc quoi. Ça fonctionne pas du tout. Ok. T'avais pas testé ton marché, là, t'avais juste fait par Non, pur kiff finalement. exactement. Ah non non, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Mais Ok. ça m'a permis de mettre Le pied à l'étrier. exactement, parce que je comprends que les produits c'est bien, le marketing c'est mieux, la communication c'est important. Je commence à me renseigner, voilà, je commence à faire pas mal. Je commence à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne surtout pas et ce qu'il ne faut pas faire. Et je vois que je suis en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Et Tu veux la ensuite, suite, c'est ça? bah oui. Je veux la chute là. Je fais exprès. La suite, c'est que je suis toujours en contact avec des anciens collègues de la banque ou du courtage en crédit. Parce que c'est un univers aussi sur lequel j'ai travaillé. Et je suis contacté par un ancien collègue qui est donc courtier indépendant en crédit et on discute un jour en prenant un café et qui me dit ouais j'aimerais communiquer sur les réseaux sociaux mais je suis une quiche je sais que toi tu gères bien tout ce qui est internet, tu sais, le mythe de tu touches un peu internet, tu connais tout. Ouais, Donc ouais, ouais. On te et il me perçoit dit comme un ouais expert. exactement. Il me dit ouais j'ai entendu parler de LinkedIn. Euh, c'est un réseau de pros. Est-ce que ça te dit aussi, ouais, je suis au chômage en gros. Est-ce que ça te dit de m'aider voilà, à aller sur ce réseau? Bon, je dis allez, de toute façon, mon activité ça fonctionne pas, donc allez vas-y. Hein, si je peux aider, voilà, j'aime bien aider. Donc Ouais, j'ai rien ok, à perdre.
Exactement, j'ai rien à perdre et encore une fois, c'est un nouveau truc à apprendre. Et donc là, bah, je crée mon premier compte LinkedIn, je commence à suivre des personnes, à voir comment ça fonctionne et tout, et je lui optimise son profil, je commence à lui créer de la communication, donc 2, 3 fois par semaine, on fait des posts, déjà des carousels, des petites vidéos, c'est un peu pompé sur Ouais. Internet, où tu prends des images, tu mets du texte dessus, Oui, je vois très bien. tu vois, je commençais déjà à faire ça avec des petits logiciels, tu vois, mais pas du tout à écrire des scripts ou même à nous mettre nous en vidéo, mais vraiment une petite vidéo un peu pub. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il commence à avoir des opportunités grâce à ma communication. Il commence à trouver des partenaires. Donc plutôt content. Ok. Et à l'époque, bah il me paye pas quoi. C'est un pote. Voilà. Moi, ça me permet de développer quelques compétences. Et là, il y a des personnes avec qui il travaille qui viennent me voir, qui me disent bon, j'ai vu ce que tu fais avec PJ, fais-le Fais-moi pour pareil. moi, mais je te paye. Ok. Ah ok. Et je crois que Intéressant. c'était style 700 euros par mois. Tu me fais ma communication et je te paye 700 euros par mois. Ok. On commence à toucher quelque chose. Ah d'accord. Donc ok, ça peut faire un business ça. Ok. En plus j'ai pas besoin de me mettre en avant. J'ai juste besoin de créer de la communication. Ok. Donc je le fais pour une personne, je le fais pour 2 personnes. Là je me dis putain, ça fonctionne en fait. En gros, je suis devenu community manager. Et à un moment je me dis bon bah je communique pour les autres, mais je communique pas pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça fait 1 an que je suis sur LinkedIn, j'ai 200 abonnés parce que je communique pas du tout. Hmm. Et là, je me dis, il serait peut-être temps que je communique. Et à ce moment-là, tu dis que tu étais community manager, mais tu gérais la communication de tes clients uniquement sur LinkedIn ou tu proposais également des services, disons, un peu Non, multicanaux? uniquement sur LinkedIn. Ok. Donc les autres réseaux sociaux, ah si, un petit peu Facebook. Mais en gros, c'est reprise parce que ce sont des personnes qui avaient déjà des Facebook pro. Mhm. Parce que je pense que Des Facebook, Facebook c'est Pro? Des pages enfin, entreprises? page, Ah oui, ok. une page pro quoi. Ok. Parce que Facebook, je pense que c'est plus facile quand tu travailles en local. Un courtier en crédit, il n'a pas besoin de toucher la Clairement. France entière. Donc ils avaient déjà donc des pages pro. Donc en gros la communication est plus ou moins la même sur LinkedIn et sur leur Facebook pro. Mais Ok. je suis pas spécialisé Facebook, ça m'intéresse. Pour moi Facebook m'intéresse pas. C'est trop restreint en tout cas. Euh, je vois le potentiel de LinkedIn. Voilà, je commence à comprendre ce potentiel là quoi. Ok. Donc non. Et donc la Donc, suite, bah, je commence à communiquer pour moi. Tout doucement, tu vois, mais vraiment. Et alors, si tu veux tout savoir, le gros déclic, c'est un jour, je crois que je fais un post pour donner des conseils sur comment communiquer sur LinkedIn. Tu vois, le truc classique, quoi, normal. Je vends du LinkedIn, je donne des conseils. Et je me rappellerai toujours, c'était un dimanche. Je reçois un message privé d'un mec qui me dit Salut Mathieu, c'est juste pour te prévenir que je viens de faire un post sur toi. sympa. Enfin, sympa, attends, on sait pas. Est-ce que c'est un poste Bah, t'as 200 abonnés, 300 abonnés, ou peut-être un peu plus, mais en gros pas beaucoup. Ouais. Et là, tu te dis, ok, tu regardes les notifications, hop, tu ouvres le post, et là, tu comprends tout de suite que, en fait, ce mec-là est en train de tailler euh, ce qu'il appelle des pseudo-coachs LinkedIn. Et en fait, bon, il m'a pas tagué dedans, mais il a juste caché ma photo ou caché mon nom, et on est plusieurs à être affichés sur son Ok. poste. Et c'est un mec à l'époque euh, qui a une certaine Notoriété? autorité. Voilà, une petite, mais tu vois, enfin, t'es vu par pas mal de personnes, quoi. Et là, je crois que là, je me prends le premier, tu vois, le premier gros coup Bad dans la buzz? gueule. Ouais, le Hmm. premier bad buzz. Alors, je m'en fous, j'ai pas de communauté à l'époque, donc je m'en fous un petit peu. Mais l'ego Ouais, mais prend, l'ego, un- mais bien ouais, sûr. Bien ouais, sûr. l'ego, je prends cher, quoi. Et je me rappelle, c'était en début d'après-midi. Et je mets 2, 3 heures, tu vois, à me dire, putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Comment t'as Je me dis, réagi? il y a 2 solutions. Soit je ferme ma gueule, je fais le mort, je réponds pas. Soit si je réponds, faut que ça soit mémorable. T'as choisi la deuxième option. Et j'ai choisi la deuxième option.
Ok. Et le gars, je lui ai renvoyé je lui ai renvoyé à sa faute en fait, parce que je lis dans les commentaires que pas mal commencent à dire ouais putain c'est vraiment pas cool ce que tu fais là. Et donc je profite de cette partie des commentaires qui est en train de lui dire ouais enfin mettre des gens comme ça, afficher des gens c'est pas cool, peut-être qu'il démarre, Mais, et je crois que je lui fais un roman quoi. Je lui fais un mais, roman pour l'assassiner quoi. mais lui, qu'est-ce qu'il te reprochait exactement? Le fait que tu Bah coachais des gens alors que toi-même, en fait, t'avais pas encore fait tes c'est preuves. ça. Ouais. Ok. Exactement. C'est ça. En gros, c'est ce mec-là vend, enfin ce mec, ces mecs-là, ou ces personnes-là vendent du service d'écriture Mais, LinkedIn, de communication, mais ils sont pas capables de le faire pour eux-mêmes. mais c'est complètement débile parce que c'est toujours comme ça. Les coachs ne font, enfin, sont là pour te motiver et pour que tu arrives à Mhm. faire, enfin, à atteindre tes objectifs. Ah ouais, non, mais et donc voilà, donc j'en profite pour lui expliquer que je démarre et que je démarre j'ai déjà des clients et que maintenant, voilà. Et donc voilà, et ça fonctionne parce que je commence à avoir pas mal de likes, des personnes qui m'encouragent, plein de personnes qui me demandent en connexion. Donc en fait, j'arrive à utiliser ce bad buzz pour me lancer. Ouais. Et je crois qu'à partir de ce jour, je me dis ok, d'accord. Il veut jouer à ça, bah je vais lui montrer qu'il avait tort. Et c'est parti. Voilà, là je communique trois fois par semaine. Voilà, ça démarre. Mais avant j'y allais petit. Là je décide, ok, j'y vais. Voilà, je mets vraiment tout ce que je vends en application. C'est le seul bad buzz, entre guillemets, que tu as eu? C'est le seul vrai bad buzz que j'ai eu. Ouais, ouais. Ok. Bon, ça va. J'ai eu d'autres petits conflits, Ok. mais c'est le seul. Oui. Ok. Mais bon, au final, tu as gagné de la visibilité, ça t'a permis de développer ta communauté davantage, potentiellement de signer des nouveaux clients. À ce moment-là, non, je signe pas de nouveaux clients, pas encore. Ok. Je commence vraiment plutôt à créer une communauté, enfin à créer Mhm. des personnes qui me suivent. Je commence vraiment à monter mon nombre d'abonnés. Donc ça se passe bien. Euh, mais dans mes souvenirs, non, c'est pas là où j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Mais mes Ok. premiers clients, pour moi, l'autre déclic, ça a été quand je me suis mis à faire de la vidéo. Ok. Attends, je te coupe juste une seconde. Tu as utilisé le terme communauté à plusieurs reprises. Ouais. C'est quoi une communauté pour toi? Pour moi, une communauté, pour moi, c'est différent d'une audience, la communauté, Ouais. déjà. La communauté, c'est vraiment des personnes qui ont les mêmes. On parle plus pour moi de valeurs Mhm. euh, que de centre d'intérêt. Pour moi, l'audience c'est plus un centre d'intérêt. La communauté, c'est plus des valeurs. Donc c'est des personnes où on sent que on pourrait discuter en dehors des réseaux sociaux et on se retrouverait là-dessus. Ok. Donc c'est ce que j'appelle une communauté, c'est des gens qui vont venir me donner de la force en commentaire et que moi je vais retrouver dans leur post pour aller en commentaire, à discuter un petit peu en message privé. C'est ça que j'appelle pour moi une communauté au début, hein, parce qu'avoir une communauté quand tu as 30 000 personnes qui te suivent, c'est pas pareil qu'une communauté où vous êtes moins de 1000. Mhm. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le dire que une communauté. Ok. Très bien. Très clair. Ça te va? Parce que Oh, non, ouais, c'est une question que je pose à tout le monde parce que bah, tu vois le but de ce podcast donc Media Game, c'est de parler de communauté, d'audience, de médias. C'est des termes qui sont très similaires. Souvent, en fait, on fait pas la distinction quand on en parle, Mm, alors qu'il y a une vraie différence. Et je trouve ça hyper intéressant de demander à chacun sa vision des choses parce que on a tous nos propres prismes mm. et ça varie un petit peu d'une personne à l'autre, même si globalement, effectivement, aujourd'hui, tout le monde fait la distinction quand on lui pose la question entre une audience et une communauté. Mais bref, donc ok. Le deuxième élément, donc quand t'as eu des nouveaux clients, c'est quand t'es passé au format vidéo. Ouais, ouais. Donc, Format, format vidéo, ok, mais est-ce que c'est toi qui faisais tes montages, etc., ou tu externalisais la chose? je fais tout. Je fais tout. C'est, alors, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, j'aime bien apprendre, j'aime bien mettre en application et là, à un moment, en fait, dans ma communication, je sens que je suis en train de faire comme tout le monde. Je sens que c'est pas ma personnalité qui va où j'arrive pas, en tout cas. Je suis pas bon à l'écrit.
Je suis pas copywriter, ghostwriter et compagnie. Ok. Je sens que c'est pas là-dessus que je vais me démarquer. Je le sens aussi que c'est pas non plus sur les conseils que je donne que je vais me démarquer. Parce que parce qu'il y en a déjà des gens très connus encore aujourd'hui qui commencent déjà à faire du bruit. Par exemple, un Christopher Python. Mhm. Euh, et, euh, et encore, il y a un moment, je comprends, enfin, j'avais très vite compris qu'il fallait que je me différencie des autres. Euh, et donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui n'est pas encore sur LinkedIn, mais qui fonctionne ailleurs? La vidéo. Parce qu'à l'époque, les vidéos qu'on trouve sur LinkedIn, c'est des vidéos avec des gars en costard-cravate, c'est mal Promotionnel, corporate à mort. exactement, très corporate, rien ne va, pas de sous-titres, euh, pas le bon format. Bonjour, Donc achetez nos services. ouais, non, c'est ça, c'est très pub, c'est très coincé. Donc je me dis, bon, j'ai quelque chose à jouer. euh, bah tiens, allez, je me lance dans la vidéo parce que, encore une fois, même à l'époque, je suis déjà un consommateur de vidéos. YouTube, euh, Twitch, enfin voilà, j'aime l'univers de la vidéo, et je sais que la barrière est énorme. C'est ça aussi. Je sais que si moi j'arrive à dépasser cette barrière, j'aurai une différenciation et je mettrai un coup d'avance à tous ceux qui voudront faire comme moi. Parce que voilà. Et là, je m'auto-forme pendant, je pense, 3 mois. Moi, je crois que c'est Ok. ça. Au moment où je me dis, tiens, je vais faire de la vidéo, et au moment où je poste ma première vidéo, je pense qu'il se passe 3 mois. Donc, je vais me renseigner sur YouTube. Je vais voir, un peu comme tout le monde, même si tout le monde ne le dit pas, je vais voir ce que font les Américains sur LinkedIn en termes de vidéos. Et là, ok, je dis, ok, d'accord. Voilà comment ça marche. Il faut que la vidéo, elle soit assez courte. Mais alors, le assez courte en 2020, c'est pas le assez court de maintenant, quoi. Donc, c'est-à-dire, Oui, ça a bien évolué, hein, c'est fou ça. ouais. Moi, je Et, disais, je fais de la vidéo courte, c'est une vidéo de 2 minutes 30, quoi. attends, une petite question. Tu Hmm. disais que tu regardais aux States ce qui se passait. C'est vrai que les États-Unis ont toujours une grosse longueur d'avance sur nous. La vidéo, elle était déjà très présente sur LinkedIn. Genre, tu sentais qu'il y avait Non. un cours. Ah, ok. Non, non, non. Même chez les Américains, elle était pas du tout présente. Il y avait une entrepreneuse, alors je me rappelle plus de son nom et je vais pas te le sortir comme ça, une entrepreneuse qui vraiment explose en vidéo. Ok. Euh, Sur sur, LinkedIn. sur LinkedIn, ouais. Ok. Mais vraiment, petit à petit, tu vois qu'elle explose. Elle fait presque des vidéos tous les jours, tous les 2 jours. Et je copie, enfin, je vais pas me le cacher, je copie son format. Je copie le format carré. Je copie, je me dis, OK, il faut mettre des sous-titres. Obligatoire, parce qu'encore à l'époque, il n'y avait même pas de sous-titres. Et donc voilà, je fais un format carré, sous-titres, de moins de 3 minutes. Ok. Voilà. Donc j'achète du matériel, mais pas grand-chose. Hein. J'achète pour, je sais pas, 70 € de matériel, un micro-cravate, un peu comme Mhm. tu as toi, une petite ring light, un Mhm. trépied. Mhm. J'achète même pas de caméra parce que je me dis, bon, les téléphones portables, ça suffit, je vais pas commencer à dépenser des milliers d'euros juste pour faire de la vidéo. Et, euh, et voilà, je me lance, je me forme sur le logiciel de montage. Je prends un logiciel gratuit, le concurrent des gros logiciels de maintenant, et voilà, je me forme. Et, euh, et je me forme à comment faire une bonne écriture, et je me lance. Je me lance en mode un peu humour. Ça, je me dis, déjà à l'époque, je me dis, donne des conseils, mais les donne pas. T'es un expert et t'es là pour donner des conseils. Ça passera pas. Ouais. Ça passera pas parce que j'ai pas du tout ce truc-là. Et voilà. Et je me dis, déjà de base, j'avais un look, j'avais déjà la casquette, j'avais une moustache guidon là. Donc voilà, j'y vais Mhm. vraiment. Ouais, Ok. Le mec casse les codes. mais c'était ça. Alors, il y en a beaucoup à l'époque m'ont dit, tu l'as fait exprès. Non, je l'ai pas fait exprès. J'ai accentué ce Ouais. côté-là, mais je ne Mhm. suis pas créé un personnage. Euh, voilà. J'ai jamais eu de mal avec mon image. C'est-à-dire que de base, j'aime bien avoir un petit truc en plus visuellement. C'est comme ça. Hein. Même quand j'étais banquier, j'étais un des seuls banquiers à avoir le costume 3 pièces. Donc j'avais aussi le gilet. Voilà. Tu devais Parce avoir que chaud. euh,
Ouais, mais ça, non, mais souvent, t'enlèves la veste, tu vois, t'as que le Ouais. gilet. Donc, j'ai toujours aimé ce côté-là. Et donc, c'est vrai que quand j'ai quitté la banque, bah, j'avais déjà la casquette, j'ai laissé pousser la moustache parce que j'avais envie de m'amuser, quoi. Et donc, je me dis, bah, ça va être un truc en plus en vidéo. Et voilà. Et donc, je me lance la vidéo. Je crois que j'en fais deux par semaine. Je fais un petit format où je demande à ma communauté de me poser des questions et je réponds En à leurs facecam. En questions facecam. en face cam 2-3 jours après, quoi. Mm. Et ça marche bien parce que j'ai plusieurs questions en commentaire, parce que les gens voient que je réponds. Parce que Mm. quand je réponds, je dis bah aujourd'hui j'ai eu une question de machin, bah voilà ce que je pose, je donne mon opinion, je donne des conseils Mm. et ça fonctionne en fait. Et c'est à ce moment-là que je commence à vendre, mais pas ce que je voulais, enfin pas ce que je pensais vendre. Mais attends, parce Pourquoi que les gens, ils te posaient quoi comme genre de questions? comment, par exemple, c'était quoi? En termes de stratégie de communication, vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça. Est-ce qu'il faut accepter toutes les personnes qui nous demandent en invitation? Ça, c'était des questions assez basiques, enfin, qui Mais paraissent toujours axé basiques, sur LinkedIn mais toujours axées sur LinkedIn. et pas forcément Ouais. sur la vidéo. C'est juste Non. toi qui utilises ce format pour Ouais. attirer. Ok. Exactement. Et tu Et dis, tu vends pas ce que tu veux. non, Enfin, parce que bah, en tout cas, je commence à avoir des propositions, mais les propositions sont pas forcément sur du community manager, pas du community management. En ok. fait, les premières personnes, ça va être plutôt salut Mathieu, oh, j'adore ce que tu fais en vidéo. Il y a moyen d'en faire pour moi, tu vois? Et là, je me dis attends, moi qui pensais vendre en gros de l'écriture, de la com, les gens sont plus en train de me dire tiens forme-moi, je veux faire de la vidéo comme toi sur LinkedIn. Et, euh, et en fait, je crée une offre où je mélange ces deux offres-là. Enfin, ces deux offres, ces deux angles-là. Donc, en gros, au tout départ, mon offre, c'était je refais ton profil LinkedIn, parce qu'à la base, c'est ce que je vendais aussi, de l'optimisation de Mhm. profil, et on crée ensemble 4 ou 5 vidéos. Ok. Donc, je te forme, je fais le montage, voilà. Et je vends en fait cette offre-là, que je viens de Ok. créer. Donc, en fait, là, je commence à me dire, OK, je communique sur LinkedIn, et je vais commencer à communiquer sur la vidéo, parce que je vends de la vidéo. Ok. Et encore une fois, c'est juste parce que les gens me proposent de faire ça que je crée cette offre. Et comme je te dis, j'y vais depuis 5 ans, j'y vais que par opportunité. Ouais. Mais là, tu as fait l'inverse de la première expérience que tu avais eue, notamment avec le dropshipping, où en fait, tu t'es mis en tête que tu voulais vendre quelque chose, mais tu savais même pas si les gens en voulaient. Ouais, Alors que là, tu es parti d'un besoin réel, puisqu'on est venu te chercher pour développer un certain produit. exactement. Et c'est ce qui se Ça marche passe. mieux, dans ce sens. Ah bah oui, ça marche mieux. Ça marche mieux. Et après, la communication est plus simple parce que je commence à comprendre ce que veulent les gens. Euh, je comprends aussi que la vidéo, mais ça je le vois avec plusieurs clients, c'est pas si facile que ça. Mm. De se lancer dans la vidéo et toi-même tu sais que ça peut être dur, quoi. Ouais. Donc je peux axer ma communication d'une autre manière. Surtout que je peux là à ce moment-là je peux mettre mon histoire en avant pour dire il y a 6 mois je ne savais pas faire de vidéo. Mm. Voilà tout ce que j'ai appris en 6 mois et je te le redonne. Et c'est un peu ce que j'aime dire même encore maintenant. Je suis pas un expert, j'ai juste des mois ou des années d'avance sur toi, mais je suis pas un expert. Tout ce que tu vas le vivre, je l'ai vécu, et voici tout ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai À ce commencé. moment-là. Mm. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, c'était qui tes clients? C'était déjà des entrepreneurs. Ok. Alors c'était pas forcément des entrepreneurs connus, c'était plutôt des petits entrepreneurs euh, qui avaient été touchés plutôt par ma communication, dans le sens, parce que dès le départ, je commence à dire, tu commences sur LinkedIn, tape fort. Fais pas comme les autres, fais de la vidéo. Personne fait de la Mm. vidéo. Tu vas avoir un truc en plus. Donc souvent, c'est des entrepreneurs qui ont peut-être ouais, 500, 1000 abonnés et qui se disent bon bah voilà, autant faire quelque chose que personne ne fait. On Mhm. va faire de la vidéo. Donc voilà, Ok. et c'est dans des domaines pas du tout en lien avec le marketing en plus. C'est ça qui est assez marrant.
Voilà, c'est des entrepreneurs, des fois très avec des activités très locales. Ok, Donc voilà. ok, très bien. Et tu devais, en fait, tu as un peu une position de consultant slash. C'est plus que consultant parce qu'au final, tu fais également les vidéos, tu fais le montage, etc. Après, enfin, quelle a été la prochaine étape? La prochaine étape, ça a été je vais aller encore plus loin dans la vidéo. C'est-à-dire? Euh, à ce moment-là, les lives arrivent sur LinkedIn. Oh, j'avais oublié que ça existait, ça. Les lives arrivent sur LinkedIn. Il y en a quelques-uns qui commencent à en faire. Je me pose pas mal de questions. Et à un moment, je me dis, bon, la vidéo, ça y est, tu commences, voilà, t'es à l'aise, tu sais faire. J'aime beaucoup YouTube, mais j'aime beaucoup Mhm. le streaming. Voilà, moi une passion, on va dire, un peu geek. Donc, par exemple, des choses comme Twitch et tout, je connais depuis le départ. Et là, je commence à avoir plus ou moins des partenaires sur LinkedIn, sur Toulouse en plus. Je rencontre un gars qui est aussi passionné que moi de YouTube, voilà. Et à un moment, je sais plus exactement quand c'est, je l'appelle et je lui dis, j'ai envie de créer une émission euh, LinkedIn. J'ai envie de créer une émission LinkedIn. J'ai envie de créer une émission où on sera plusieurs. J'ai pas envie d'être tout seul. J'ai vraiment envie d'avoir une vraie émission de 2 heures où on aura chacun une spécialité. On va donner des actus sur nos spécialités et j'aimerais inviter des gens connus de LinkedIn. Et on crée. Alors attends, comment je l'avais appelé ce truc? Je l'ai encore parce que j'ai encore des commandes. Des rushs? Oui, et je crois qu'il y a mes émissions qui sont sur mon YouTube. Génial. Euh, Et en plus, je crois que à l'époque, il fallait faire une demande pour avoir le live. Ouais. Et je voyais des personnes qui mettaient des posts LinkedIn pour dire ah, ça fait 3 semaines que j'ai demandé d'avoir le live, je l'ai toujours pas, j'ai aucune réponse de la part de LinkedIn et compagnie. Et je crois que moi je fais la demande en 24 heures, je suis accepté. Ok, donc ça c'est un Mais signe déjà. mais c'est un signe. Mais je pense que ça doit être un humain qui valide. Et à cette époque-là, je fais 2-3 vidéos par semaine. Donc on va dire que c'est cohérent que quelqu'un comme moi passe au live. Alors que la Mhm. plupart des personnes qui demandaient à faire des lives, c'est des personnes qui faisaient que de l'écrit. Mhm. Et après, j'ai rien contre ceux qui font de l'écrit, mais voilà. Et donc, voilà, on crée l'émission et ça s'appelle Link Cast. Ok. Et donc, c'est une émission où on fait ça toutes les 2 semaines. Je prends un peu le rôle de présentateur de l'émission. Parce que c'est sur mon LinkedIn et tout. Moi, je serai le spécialiste LinkedIn. Mon pote sera le spécialiste YouTube. Et j'invite une entrepreneuse, elle spécialisée dans Instagram, que j'ai rencontrée par rapport à une cliente qu'on a en commun. Et en gros, voilà, je veux avoir ce panel de 3 personnes différentes. Et je me dis, un peu comme la télé, en fait. Enfin, les inspirations vont pas très loin, hein. Je prends ce qui se fait à la télé. Et je me dis, je vais être le présentateur. Au début de l'émission, on va donner chacun des actualités ou des conseils sur notre Mhm. spécialité. On va avoir des rubriques. Donc pareil, je trouve un logiciel pour faire du streaming et sur Twitch et sur YouTube et sur LinkedIn où je peux mettre des petits génériques. Donc on a chacun notre petit générique et, euh, Génial. et on fait voilà, on fait chacun 10, 20, ouais, 10 minutes sur notre spécialité, du débat et j'invite une personne plus ou moins connue de LinkedIn pour m'aider à grossir quoi. Et c'est comme ça que je rencontre, je rencontre Christopher Piton, Dimitri Ribal, Inès Sivignon, euh, et je devais en avoir d'autres aussi. Je devais avoir Pauline Sarda. Euh, donc voilà. Cette Donc émission elle a duré combien de temps? je trouve qu'elle a duré 3 mois. Ah, donc six épisodes. Ouais, à peu près. Même pas. Même pas. Ok. Pourquoi? Non, parce que là, Pourquoi ça s'est arrêté?
Ouais, bah pourquoi ça s'est arrêté? À ce moment-là, tout se passe bien pour moi. Je suis sur une fusée là. T'es au top. Je suis au top. Je suis au top. Les invitations, enfin, mes invitations sur mon LinkedIn pleuvent. Et là, je décide à un moment de batcher les invitations. C'est-à-dire que je prends juste une demi-journée. J'ouvre mon truc réseau. Je vois 70, 80, 100 invitations. Et là, j'ouvre tous les profils, comme ça, à la main, avec la souris. Et je regarde, j'accepte, je refuse, j'accepte, je refuse. Et à un moment, je connecte le matin. Je suis suspendu de LinkedIn. Oh. Alors que c'est ton canal d'acquisition, que c'est Alors toute ta vitrine. c'est tout, c'est tout. Alors, au départ, c'est 24 heures. Je reçois un mail, oh là, on a vu des activités suspectes sur votre compte, soit vous êtes fait pirater, soit vous utilisez un bot. C'est le démarrage de LinkedIn qui chasse les bots. Ouais. Là, je regarde ça et tout. Je dis, putain, alors je change mon mot de passe. Tu vois, je me dis, je me suis fait pirater, quoi. Je n'utilise pas de bot, donc je m'en fous, quoi. Bon, c'est pas grave, ok, ça passe. Une semaine après, ça me le refait. Là, c'est Parce que 48. parce que tu faisais trop d'actions, toi, de ton côté. Ouais. 48 heures, là. Putain, ok. J'en parle pendant le live. En me disant, putain, c'est fou, enfin, c'est n'importe quoi. Là, je me suis fait, bon, bah, je vais ralentir les invitations, tu vois. En plus, alors attention, c'était pas moi qui faisais des invitations. Non, c'est toi qui répondais aux invitations qu'on t'envoyait. Je répondais juste aux invitations parce que je trouvais que c'était la base déjà d'aller voir qui te demande une invitation et d'aller checker un peu le profil. Enfin, pour moi, c'était vraiment la base, quoi. C'est ce qu'on apprenait, c'est ce que j'apprenais à mes clients, quoi. Et à un moment, j'ai beau ralentir la cadence de mes invitations, à un moment, je me connecte et là, c'est même plus 48 heures, là. C'est suppression définitive. T'as eu la suppression définitive? Normalement, il y a quand même une vérification de carte d'identité entre-temps. Tu l'avais Je l'ai peut-être fait, déjà ça. passé? Ah oui, ok. Ouais, ouais, je l'ai fait. Là, je t'avoue que mon monde s'écroule, là. Mon monde s'écroule, l'émission s'arrête. J'ai des personnes qui viennent me voir en mail, qu'est-ce qui se passe, on te trouve plus ton profil et tout. Discussion, j'arrive à trouver le support LinkedIn français. Discussion avec eux. Non, vous utilisez un bot, trop d'invitations, enfin trop de vues de profil. Voilà, j'en discute. Putain, je fais un mail, mais je fais un roman pour expliquer. Attendez, enfin, là, vous êtes en train de me tuer, là. Je dis, vous êtes en train de me tuer. C'est mon activité principale, c'est ma seule source de revenus. J'ai des gamins, j'ai une maison, j'ai un crédit. Enfin, voilà, j'ai vérifié. Enfin, j'utilise rien du tout comme automatisation, rien, quoi. Mm. Et le gars, à la fin, il me dit, non, mais arrête de nous envoyer des mails. C'est comme ça, et ce sera pas autrement. Et là, je perds tout, là. Je perds tout. Et là, c'est 6 mois de galère. 6 mois de galère parce que donc LinkedIn est ma première source de revenus. J'ai encore des clients que je coach sur LinkedIn. Je vivote pendant 6 mois parce que je rentre dans un réseau toulousain qui m'aide à faire de la formation, à recoacher des gens. Et là, pendant 6 mois, je crois que je crée, je sais pas, 40 comptes différents. 40 comptes quoi? LinkedIn? Ouais. Pourquoi 40? Parce que j'ai des clients et je peux pas aller voir leur LinkedIn. Et à chaque fois que je crée un compte, je me fais bannir, je me fais niquer ce compte au bout de 24, 48 heures. Parce que tu fais trop de visites de profil. Non, là, c'est parce que LinkedIn a mon IP, ou je sais pas quoi, mais me retrouve à chaque fois. J'ai beau appeler mon compte Jean-Michel machin, et je fais rien. C'est-à-dire que je crée un compte avec une autre adresse mail, je vais pour aller voir le résultat de mes clients et tout. Je reviens le lendemain, ce compte est suspendu. Ok, je recrée un compte et je fais ça pendant 6 mois. Et à la fin, pénible comme situation quand même. ah non, mais c'était affreux, c'était affreux. Je me suis dit, en plus, je vais pas me connecter avec le compte de ma femme parce que ils vont Imagine, tu bannir. bosserais tellement. C'est pas possible, quoi. Et à la fin, je crois que je prends un VPN,
Je crée un compte, je passe par le LinkedIn belge, je crois. Non, j'ai même un autre numéro de téléphone. Je crée des comptes par rapport à un numéro de téléphone, parce qu'à un moment, Gmail me dit, ouais, tu peux pas créer non plus 15 000 adresses. C'est bizarre ce que tu es en train de faire. Euh, et, euh, et je crois que ouais, Tu m'étonnes. à la Dealer fin, d'adresses. c'est ça. Et à la fin, j'ai un compte qui survit 2 jours, une semaine, tu vois. Mais je vais pas dessus, tu vois. Il survit. Il est pas bloqué. Ok. Je l'appelle M Germer ou M machin, tu vois. J'essaie de mettre que mon nom. Ça passe. Hop. Je revais communiquer avec quelques copains. Tu vois, quelques amis que j'avais connus sur LinkedIn. Comme ça, ok, hop, je fais des invitations. Ok, je discute, tu vois, avec Christopher, Inès, Dimitri Ribal, Sébastien Cambé, enfin tous ces mecs-là, quoi, que je côtoyais, quoi. Et petit à petit, je me dis bon, ça y est, la période de sûreté est passée. J'ai un compte LinkedIn qui survit, quoi. Et c'est le compte que j'ai aujourd'hui. Ah, ok, donc histoire qui finit bien avec ce compte. Alors, histoire qui finit bien, ouais, mais qui recommence de zéro, là. Là, t'es plus Ouais. personne. Pendant 6 mois, t'as disparu. Et pour moi, même encore il y a pas longtemps, pour moi, j'avais toujours une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Et comment est-ce que, déjà, au moment où tu as perdu ton premier compte, tu avais une audience de... Enfin, il y avait combien de personnes qui te suivaient? J'étais pas gros, tu vois, parce que j'ai jamais voulu être très gros. J'étais à 3005. Ok. Ouais. J'étais à Et bon, du 3005, coup, mais j'étais en tu perds quand pleine, même tout ça. j'ai- j'étais en pleine ascension. À l'époque, euh, je rentre dans la première agence d'influence sur LinkedIn. Donc, tu vois, Ouais. on vient me chercher pour faire du post sponsorisé. Et je parle de ça encore une fois, il y a 3 ans, quoi. Hmm. Donc là, tu te dis, putain, merde, quoi. Merde. Putain, le train était parti. Ouais, ça pouvait que être bon. Et ouais, à l'ego, ça fait mal. Bien sûr. Au business, ça fait extrêmement mal. Ouais, la reprise a été très, ouais, j'y suis allé tout doucement, quoi. Et ça, une question que je me pose et que très certainement beaucoup de personnes se posent. À quel point est-ce que ça impacte ton business, effectivement, de plus avoir de communauté et de devoir repartir de zéro? Parce que, tu vois, finalement, sur LinkedIn, il y a un côté intéressant que tu ne retrouves pas, par exemple, sur Instagram, qui est que ton post peut être vu par des personnes qui n'appartiennent pas à ton réseau. Parce qu'en Mm. fonction de si les gens interagissent avec toi, ben, du coup, ça s'affiche sur les personnes qui sont connectées avec elles. Donc, tu as quand même ce côté où, je dirais même que dans la majorité des cas, je sais pas quel est le pourcentage d'ailleurs, c'est une bonne question, mais je pense que ton post est quand même plus vu par des personnes qui ne te suivent pas que des personnes Bien qui te sûr. suivent. Ouais. À quel point tu as senti la différence entre juste avant de te faire sauter ton compte et le moment où tu as recommencé? Bah, la différence pour moi, c'est LinkedIn dans le sens où déjà, être absent pendant 6 mois, euh, t'es Ça presque, fait mal. enfin, ouais, t'es plus grand monde. T'es Les plus gens grand monde t'oublient. parce que les gens t'oublient et les tendances évoluent. Les tendances évoluent sur LinkedIn. Et au moment où moi je pars, c'est le moment où comment dire, c'est un peu le nouveau LinkedIn. Mmh. Pour moi, C'est quoi le nouveau LinkedIn? le nouveau LinkedIn, c'est Grégoire Gambato qui arrive et qui retourne LinkedIn. Qui retourne LinkedIn avec une communication très personnelle, très clivante, très présente. Parce à l'époque, tout le monde dit faut poster 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Mmh. Grégoire Campato, il arrive, il te fait ce qu'on appellera plus tard des link tweets 1 fois par jour. Euh, Mmh. et voilà. C'est quoi que Donc, t'appelles c'est quoi que t'appelles un link tweet? c'était la tendance où tu faisais un post de 2 lignes, Ah, qui a été reprise par d'autres après. bien sûr. Bon, il y a eu une petite tendance. Donc en fait, tu passes d'un LinkedIn de spécialistes, Mmh. d'experts, peu importe comment on les appelle, qui sont là pour donner, pour vraiment donner du conseil. On est dans un LinkedIn très informatif, à un LinkedIn qui Un euh, peu plus influence. influent, personnel.
parce que tu suis de plus en plus des personnes pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils font. Mhm. Et donc toi, pendant 6 mois, t'es plus là et t'as pas suivi cette tendance. Et comme il y a des gens qui deviennent très présents, bah ouais, t'es oublié quoi. T'es oublié, mais et là, tu vais faire le lien avec ton podcast. Tu peux compter sur ta communauté. En fait, moi, ça qui m'a sauvé, c'est les personnes qui m'ont pas oublié. C'est la vraie communauté. C'est les peu importe qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais ceux où tu refais un post ou tu vas en messagerie privée et les gens ah putain ça fait plaisir de te voir et tout qu'est-ce qui s'est passé voilà. Et moi ça me sauve et c'est là où je me dis ok c'est pas grave je me retrousse les manches et Mhm. je reprends tout à zéro et, Ouais, euh, et je fais appel aux copains pour m'aider. forcément, pour Ouais. accélérer rapidement. Et toi, à ce moment-là, parce qu'il y a quand même un aspect dont je veux vraiment qu'on parle, c'est la partie YouTube. En gros, quel est ton rapport avec la vidéo? Bon, après, tu as un positionnement maintenant qui est très, qui est très, très clair. Tu es Mm. l'expert YouTube. Tu as un attrait depuis très longtemps avec la vidéo. Pour toi, à quel point on devrait intégrer la vidéo et pour qui la vidéo est-elle réellement adaptée? Est-ce qu'il y a des personnes, tu vois, qui devraient s'en passer ou est-ce qu'on a tout intérêt à, comme on le disait en tout début de podcast, à multiplier les points d'entrée, multiplier les plateformes sur lesquelles on est pour justement toucher potentiellement une audience qui ne nous aurait pas connue si on était resté sur les premiers réseaux où on voulait se développer? Alors première question c'est à quel point YouTube est important ça ou à quel point la vidéo est importante. Ouais, exact. La vidéo quoi qu'il arrive c'est le média numéro un. C'est le format numéro un, qu'on le veuille ou non. Euh, C'était déjà le cas il y a quelques années, et TikTok est venu renforcer ce point-là. Euh, donc, l'avantage, comment dire, l'avantage pour moi de la vidéo et surtout de YouTube, c'est que tu construis une vraie stratégie et ce n'est pas une course en avant. Pour moi, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, euh, la vidéo courte, euh, Mhm. YouTube Short. C'est une course en avant dans le sens où tu construis quelque chose et tu vas rajouter des briques, mais ça va faire toujours baisser ta brique juste en dessous. C'est-à-dire que tu es toujours en train de courir après la visibilité, après la régularité. Voilà. YouTube, pour moi, tu peux, avec une bonne stratégie, il y a plein de stratégies, hein. Il y en a plusieurs, on pourra peut-être en parler sur YouTube, et tu peux, grâce à des stratégies, faire que de la vidéo et des fois t'arrêter pendant 2-3 mois que ça changera pas grand chose à ton business. LinkedIn, tu t'arrêtes, Tu disparais. tu T'es plus disparais. personne. T'es plus, en tout cas, surtout quand tu commences, c'est plus grand monde. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours dur de revenir et tu dois faire beaucoup d'efforts. Une bonne vidéo YouTube, si tu as fait une vidéo axée sur la recherche, ça tu Mhm. sais très bien ce que je veux dire, euh, ça peut fonctionner 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. C'est vrai. Si les informations sont bonnes, et si après tu as construit ton tunnel d'acquisition avec en haut YouTube, ça continue, ça continue. Donc pour moi, je trouve que YouTube, on est vraiment dans ce principe de je crée des petits commerciaux Mhm. qui vont travailler et qui seront toujours présents pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et plus j'en crée, plus mon armée grandit. LinkedIn, tu peux faire des coups d'éclat sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu peux te dire pendant 3 mois, je publie tous les jours et je vais engranger un max de clients. Ok, mais tu t'arrêtes pendant 3 mois, ta machine, enfin, t'as plus d'acquisition. Si tu bases ton acquisition que sur LinkedIn, tu as Ouais. plus d'acquisition. Tu vois, c'est peut-être con, hein, mais moi, ça va faire presque un mois là, j'ai pas publié parce qu'il y avait des vacances, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer au niveau. Je le sens que c'est beaucoup moins, et je le sens que Mhm. heureusement que j'ai ce podcast vidéo avec Sylvain. Et que maintenant je suis plus tout seul, qui fait que l'acquisition continue. Mais l'acquisition était beaucoup plus importante avant sur LinkedIn qu'elle l'est maintenant. Après, les deux ensemble sont très forts. Mhm. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, parce que, et c'est un peu ce que tu dis, aujourd'hui, je suis connu comme l'expert YouTube, c'est parce que j'ai axé ma communication dessus et que j'ai de la chance, j'espère que les autres m'écoutent pas, c'est que j'ai très peu de concurrents qui parlent de YouTube Ouais, c'est sur vrai. LinkedIn.
Et c'est pour ça, Sur en le fait, marché francophone, ouais, c'est vrai. ouais, et c'est pour ça que quand je suis revenu sur LinkedIn, je me suis dit, il faut que j'arrête de parler de LinkedIn. Il faut que j'arrête. Il y a trop de personnes et c'est Trop fini de pour moi. concurrence, ouais. Trop de concurrents enfin, je suis déjà en train de me faire bouffer. Donc, je suis Mm. revenu sur LinkedIn en parlant de LinkedIn en vidéo. Mais à un moment, je me suis dit, stop. Switch. Ouais, switch, parce que là, on est sur... Enfin, ouais, il y a trop... de toute façon, je suis revenu 2-3 mois après, c'est la naissance, façon de parler, de Thibault Louis. Et là, je me dis, non, je vais pas pouvoir rivaliser avec ce genre de personnes. Et en même temps, j'ai plus envie. Ouais. J'ai pas l'envie, donc... et c'est là où je switch totalement de positionnement et que je ne parle que de YouTube. Et ça fonctionne. Et c'était quoi ta deuxième question déjà? Pourquoi c'est important? Et est-ce qu'il faut se démultiplier? Oui, donc ça Oui. revient un petit peu à ce que je disais. Alors, pour qui est fait YouTube? Il y a 2 questions, effectivement. La Ouais. première, c'est est-ce qu'on a tout intérêt à être présent sur différentes plateformes? Et la troisième, tu viens de la dire, je viens de l'oublier. Pour qui est-ce que c'est fait? Ouais. Alors, on va d'abord parler pour qui est-ce que c'est fait. Ok. C'est fait pour tout le monde, pour moi. Pour moi, c'est impossible de dire c'est pas pour moi si tu l'as pas testé. Il y a pas de, Oui. pour moi, il y a pas de personne type sur YouTube. Alors, moi, je parle beaucoup du côté entrepreneur. Hein. Je parle pas du côté divertissement, choses comme ça. Mais en tout cas, pour les entrepreneurs, il n'y a pas de personne type. Quelqu'un qui me dit oui, YouTube c'est fait que pour les extravertis, totalement faux. Totalement faux. Moi, un exemple, c'est Stan Leloup. Stan Leloup, c'est un pur introverti, et pourtant aujourd'hui, c'est une référence sur YouTube. Donc, il y a pas de critères. Le seul critère que je dirais, c'est YouTube est fait pour ceux qui en veulent. Parce que YouTube est très dur. YouTube est très frustrant. Et on en a déjà parlé ensemble. C'est très, très, très frustrant YouTube. Par contre, la caractéristique de ceux qui réussissent, encore plus que sur LinkedIn pour moi, c'est vraiment l'acharnement. Ouais. C'est vraiment l'acharnement. J'avais fait une étude sur un Shubham Sharma. Je crois que les premières années, il poste une vidéo par mois. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas énormément, voilà, comme on peut le voir maintenant. Et à un moment, il se dit, ok, je vais tout défoncer sur YouTube. Et là, il te fait presque 2 vidéos par semaine, et il atteint les sommets. Il atteint les sommets. Il fait des vidéos à plus de 100 000 parce qu'il a rien lâché. Mais en tout cas, pour ceux qui écoutent, tant que vous n'avez pas testé, vous pouvez pas dire que YouTube c'est pas pour vous. Et tant que vous n'avez pas testé, allez, on va être gentil, une 20aine de vidéos, dites pas que c'est pas pour vous. Ok, j'ai une autre question qui, en fait, j'en ai 2 mais qui se regroupent. Vas-y. Tout à l'heure, tu parlais de. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que YouTube, c'est un jeu long terme et il faut pas espérer avoir un retour sur investissement direct. Non. Nous, on a bossé ensemble. C'est toi qui fais mes miniatures YouTube. J'ai d'ailleurs toujours de très bons retours là-dessus. Et tu vois, là, c'est vrai que ça fait. Attends, ma dernière vidéo, j'ai dû la publier il y a 2 mois. Et en fait, j'ai complètement levé le pied parce que d'autres priorités et parce que je me disais bon ça marche pas si bien que ça. En fait, au début, t'es toujours pris dans la folie des grandeurs. Tu dis que t'as envie de devenir youtubeuse, que tu vas faire des millions de vues, etc. C'est la belle vie. En tout cas, l'appât est très fort, quoi. Ouais. Bon, même si au fond, tu vois, je le savais, mais après, la réalité te fait un petit peu mal parce que tu dis bon, en fait, voilà, je suis comme tout le monde, je vais galérer. Et ce qui est incroyable, c'est que donc je crois que j'ai une dizaine de vidéos. Et parmi ces dizaines de vidéos, disons que j'ai un positionnement, on en parlait, il y a différentes stratégies. Il y a des vidéos qui sont à but SEO, c'est-à-dire que les gens vont taper une recherche et tomber sur ma vidéo. Et il y a des vidéos qui sont plus, je dirais peut-être inspirationnelles, où je raconte le parcours et le développement de My Name is Bond. Parce que je pense que c'est important d'avoir un peu des deux. Et que je savais pas quel positionnement je voulais prendre tout de suite, parce que je me suis dit, ok, avant tout, ça doit être du kiff. Parce que si c'est pas du kiff, je vais arrêter et ça sert à rien. On est bien d'accord. Aujourd'hui, donc ça fait 2 mois que je ne poste plus, j'ai 2 vidéos qui prennent de fou malade, qui sont des vidéos SEO, et qui aujourd'hui, donc moi j'ai mon business à côté, donc l'agence My Name is Bond,
Et bah, tous les jours, tu vois, notamment sur, la vidéo, des bannissements Instagram, la courbe, elle est incroyable. C'est vrai Ouais, qu'on n'en a pas reparlé, mais là, il se passe quelque chose. Tous les jours, on reçoit 3 leads grâce à ouais, cette vidéo. ouais. C'est ouf. C'est pas étonnant. Et donc ma question est, tout à l'heure, tu parlais des stratégies qu'il y a sur YouTube, qu'il existe différentes stratégies. C'est quoi les différentes stratégies et selon toi, hem, laquelle on doit mettre en place dans quelle situation? Alors, la stratégie que toi, qui fonctionne pour toi, parce que t'en as eu deux. Ouais. La stratégie qui fonctionne pour toi, nous, c'est ce qu'on appelle la stratégie recherche. Donc, la stratégie recherche, c'est quoi? C'est j'ai un business qui fonctionne. Je fais souvent soit de la vente de services, soit de la vente de formation. La stratégie recherche, c'est je crée des vidéos qui répondent à un problème de ma cible et je vends une solution beaucoup plus efficace derrière. Donc, toi, tu parles de tous les problèmes que les gens peuvent avoir sur Instagram et tu vends derrière des prestations pour développer son compte Instagram. Tu me dis Mmh. si je me trompe, hein. Non, c'est ça. Donc, en gros, la stratégie, c'est que il faut créer plein de vidéos qui vont tomber en top position au niveau de la recherche d'une requête. Alors, toi, c'est ce que tu appelles la stratégie SEO. Moi, j'aime pas le Ouais. mot SEO sur YouTube parce que pour moi, il n'y a pas de SEO sur YouTube. Voilà. Donc, ceux qui m'écoutent, les tags, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Faites une Mmh bonne mh. vidéo et c'est ça qui sera YouTube a pas besoin de vous pour faire du SEO en tout cas. Donc voilà, ça c'est la stratégie qui est très bien, qui est facile à faire. C'est une stratégie qui est facile parce que si tu connais bien ta cible, tu connais bien ses problèmes, tu fais une vidéo de 8-10 minutes qui répond à ces problèmes, tu fais un appel à l'action à la fin ou au milieu de ta vidéo, dans la description, et comme tu dis, cette vidéo-là, elle peut marcher pendant des années, fonctionner pendant des années, monter petit à petit, hein, c'est ce que je viens d'aller voir ta courbe, effectivement, elle fait que de monter, tranquille, et elle va te ramener du lead, parce que tu as bien ciblé, et tu réponds à un problème, et derrière, voilà. Donc ça, tu peux en créer plein. Tu peux en créer plein. Il y en a beaucoup d'infopreneurs, c'est ce qu'ils font. Et souvent, il y en a beaucoup qui commencent comme ça. Donc ça, c'est fait pour les personnes qui veulent vendre leurs prestations maintenant, tout de suite, et pour plusieurs années. Par contre, et ça t'as dû le voir, c'est que elle te rapporte très peu d'abonnés. Mmh. Parce que cette stratégie, elle est sur l'instant T. C'est-à-dire que les Mmh. gens vont avoir un problème, ils vont demander à YouTube de régler le problème, YouTube va proposer ta vidéo, ils vont Mmh regarder mh. ta vidéo, ils vont dire OK, je viens de régler mon problème. Tiens, c'est intéressant ce qu'elle fait. Et ils vont pas s'abonner parce qu'ils vont pas avoir des problèmes tous les jours sur Instagram. Donc ça tu peux dans toutes les niches, on peut avoir ce genre de mais ça va être dur de créer une communauté Oui, tu as une parce que audience. tu as une Et audience. et là, pour le coup, je trouve que c'est bien imagé parce qu'en fait, audience, c'est juste du passage. Mmh. Les gens voient ta vidéo. Ouais. En revanche, une communauté, c'est des gens qui vont se dire: «OK, maintenant j'ai envie de suivre ce qu'elle va faire». Voilà. Et donc toi, même sur ta chaîne, tu as créé des vidéos qui pourraient être des vidéos de ce que j'appellerais une stratégie communautaire. Mmh mh. Stratégie communautaire, branding, mais branding ça va encore plus loin. Une stratégie communautaire, c'est vraiment basé sur toi et sur le fait de raconter ton parcours. Mmh. On pourrait appeler ça aussi du building public. Oui. Même s'il faudra aller plus loin, mais en même temps, tu as fait une vidéo qui parlait de ton ancienne entreprise que tu avais créée et tout. Donc, c'est des vidéos où c'est toi l'élément principal et on aimerait en avoir plus. C'est des vidéos Mmh. qui vont pas faire beaucoup de vues parce que forcément, tu es inconnu sur YouTube, Bien sûr. donc les gens ne te connaissent pas, donc comme c'est toi l'élément principal, il faut quand même trouver un élément qui accroche le spectateur. Mais c'est des vidéos sur le long terme qui vont être très performantes. Parce que tu vas créer une Ah oui? communauté. Et on sait qu'une communauté, c'est beaucoup plus engagé que de l'audience. Bien sûr. Et en Et fait, attends, quand tu vas-y. dis que ça va être, une vidéo qui va performer, tu entends quoi Non, par alors non, j'ai dit que c'est une stratégie qui peut être très performante sur le long terme. OK, mais C'est pas la vidéo. c'est OK, c'est quoi que tu entends, par, performant?
Dans quel sens? C'est-à-dire que pour moi, c'est très dur de commencer par des vidéos communautaires, mais si tu tiens le coup, ta chaîne ta stratégie va devenir une stratégie de branding. C'est-à-dire que les gens ne suivront plus ce que tu fais, ils te suivront toi. Et toi, peu importe ce que tu fais. C'est ça en fait la puissance. C'est qu'aujourd'hui tu parles d'Instagram avec ton agence. Si d'ici 6 mois, 2 ans, 3 ans, tu continues cette stratégie en parlant de toi, de qui tu es, de tes valeurs, tu pourrais changer de business. Les gens pourraient te suivre. Parce que peu importe ce que fait Marion, ils sont attachés à Marion. Donc tu vois, tu pourrais parler du jour au lendemain de Facebook, de YouTube, c'est pas grave, les gens sont attachés à toi. C'est vraiment ça, c'est la stratégie, la meilleure stratégie, hein, celle qui paye le plus, c'est la stratégie branding. Théo Lyon s'en rapproche. Théo Lyon, peu importe de quoi il parle, pour une partie des entrepreneurs, d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, peu importe de quoi il parle, Théo Lyon, ça fonctionne. Donc tu as cette stratégie, tu as une autre stratégie qui est aussi très forte, c'est la stratégie découverte. Donc, tu es là pour engranger un maximum de personnes grâce à des vidéos qui vont pas être dans la recherche, tu vois, par rapport à toi, qui vont être mises en avant par YouTube sur l'accueil. L'accueil, c'est le best in slot. C'est là où tu veux être. C'est l'endroit où tout le monde veut être, la page d'accueil. Donc, pour expliquer aux gens, la page d'accueil, c'est vous connecter sur YouTube. Et là, YouTube va vous présenter sur ordinateur une dizaine de vidéos. Et tout le monde se bat pour être ici. Et la stratégie qui va souvent avec, c'est la stratégie Marketing Mania, c'est la stratégie Yann Leonardi. C'est une stratégie basée sur l'expertise. Donc, quand tu regardes par exemple Marketing Mania ou Yann Leonardi, ce sont des experts qui se mettent pas en avant dans la vidéo. Quand tu regardes la plupart des miniatures de Yann Leonardi ou de Marketing Mania, c'est pas eux qui mettent en avant. Ils sont pas souvent sur leur miniature. Par contre, ils vont mettre quelque chose de très connu de tout le monde. Et c'est dans la vidéo qu'ils vont recentrer l'analyse sur leur expérience. Sur leur expertise plutôt. Et ça, c'est très puissant. Et comment est-ce que tu arrives à te démarquer sur YouTube? Est-ce qu'il y a des tips, tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu disais que le SEO ne sert à rien. La stratégie purement SEO. C'est-à-dire que, si je comprends bien, travailler sa description en utilisant les mots-clés que tu veux faire ressortir ne sert absolument à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est pas ça qui est impactant. Qu'est-ce qui est impactant alors? Ce qui est impactant, alors, c'est comment dire. J'aime bien quand je parle de YouTube, j'aime bien toujours expliquer aux gens, mettez-vous à la place de YouTube. Partons de la base. Qu'est-ce que veut YouTube? Je te pose la question. Qu'est-ce que veut YouTube? Qu'on passe le plus de temps sur la plateforme. Ok, on est bien d'accord. Donc, il veut mettre les bonnes vidéos devant la bonne cible. Ouais. Au bon endroit, devant la bonne cible. La première chose, pour qu'une vidéo soit bonne, c'est qu'il faut qu'elle soit lue, écoutée, vue. On est bien d'accord? Oui. Donc, l'élément important au tout départ, c'est ton titre. Non, c'est ton titre et la miniature. Oui, non, mais pardon. En fait, je voulais le transposer avec les posts LinkedIn. Sur les posts LinkedIn, la raison pour laquelle tu vas t'arrêter sur un post et tu vas lire le reste du post, c'est l'accroche. Sur YouTube, pour moi, l'accroche, en tout cas l'équivalent de l'accroche LinkedIn, c'est la miniature. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas cliquer sur la vidéo. C'est ça. Donc en fait, au tout départ, pour une vidéo, dans le parcours d'une vidéo, ou toi, comment tu consommes YouTube, tu vas commencer par la miniature et le titre. La miniature et le titre et le sujet. Tu cliques dessus. Ok. Bon, déjà, ça y est. Maintenant, tu as quelqu'un qui a cliqué dessus. C'est un peu le voir plus sur LinkedIn. Après, l'accroche, l'intro de ta vidéo est importante parce que c'est ce qui va lancer ta vidéo. Si elle n'est pas cohérente avec ce que tu as mis sur ton titre et sur ta miniature, si elle est trop longue, les gens peuvent quitter la vidéo. On le fait tous, tout le monde le fait. Faut pas, voilà. Tu commences une vidéo et au bout de 30 secondes, tu te dis ah non, ça va pas me plaire et tu quittes. Donc là, voilà pourquoi c'est important. Après, c'est ce qu'on appelle la rétention.
c'est le dernier élément. C'est ce que tu veux travailler pour que les gens restent le plus longtemps possible sur ta vidéo. Le problème d'avoir une stratégie où tu passes plus de temps à bosser ton SEO que le reste, c'est que YouTube, au bout d'un moment, n'est plus un moteur de recherche basé sur des tags. Les tags, et c'est assez marrant parce que c'est exactement ça qui est marqué pour ceux qui ont du YouTube. Allez voir ce que met YouTube dans la partie tag. YouTube dit que ça ne sert que quand les mots sont mal écrits. C'est clairement marqué dessus. Si tu vas voir une de tes vidéos, tu verras que les tags, ils te disent que ça a un impact très, très minime sur le référencement. En fait, YouTube a une IA qui est capable de transcrire tout ce que tu dis en vidéo. Donc, si tu fais une vidéo sur comment faire pour être débanni d'Instagram, forcément, tu vas dire Instagram plusieurs fois dans la vidéo, tu vas dire bannir, tu vas toi-même faire du SEO. Et voilà. Donc, YouTube va le savoir. Donc, quand quelqu'un va demander comment récupérer mon compte sur Instagram, si dans ta vidéo, tu as dit plusieurs fois comment récupérer votre compte sur Instagram, YouTube va très bien le savoir. Mais comment il va classer les vidéos YouTube quand vous faites une recherche, à votre avis? Il va le classer. Il va le classer en fonction de est-ce que cette vidéo va répondre à la question et est-ce que la personne va rester longtemps sur la vidéo? Tu pourrais faire une vidéo qui s'appelle exactement comment récupérer son compte sur Instagram, mettre une tartine de tags, mettre une description où tu remets 4 ou 5 fois le truc, tu commences ton intro, parce que ça c'est des conseils que j'ai entendus sur YouTube, tu commences ton intro en répétant le titre, en redonnant les mots-clés, mais finalement ta vidéo est nulle, et que la plupart des personnes au bout de 10 secondes, elles quittent la vidéo, YouTube ne la mettra pas en avant. Par contre, toi, tu peux faire une vidéo où tu as un titre qui répond pas forcément à comment récupérer mon compte sur Instagram. Tu n'as pas mis de tag, tu n'as pas blindé ta description de mots-clés, mais dans ta vidéo, tu réponds à cette question et les gens restent longtemps sur ta vidéo, YouTube va dire c'est cette vidéo que je vais mettre en avant. Okay. Donc, si tu vois, c'est pour ça que je dis que le tag ou les mots-clés dans la description, arrêtez de passer un temps fou dessus. Préférez faire des modes miniatures pour que les gens cliquent et avoir du bon contenu plutôt que de passer du temps sur vos tags. Tu conseilles de mettre des chapitres dans la vidéo? C'est un débat qu'on peut souvent avoir. Moi, je trouve que ça fait pas de mal de mettre des chapitres. Alors, le débat, c'est pareil, c'est des débats qu'on a avec des clients ou avec d'autres personnes qui travaillent sur YouTube. C'est oui, moi je fais pas de chapitre parce que sinon les gens ils vont aller de chapitre en chapitre pour avoir la réponse à leurs questions. Oui. Oui, en même temps, avant que les chapitres existent, les gens le faisaient déjà. Donc au final, avancer la vidéo, tu veux dire? Oui. Ouais. Donc ça change pas grand-chose. Après, oui, ça fait baisser ma rétention. C'est que ton intro était pas bonne et que tu as mal construit ta vidéo. Voilà. L'avantage, c'est que c'est toujours bien pour l'utilisateur, pour l'expérience utilisateur. Je trouve que c'est quand même important. Et pour le référencement, parce que je pense que ça nous est tous arrivé de plus en plus ces dernières années. Tu tapes quelque chose sur Google et Google, aujourd'hui, les premiers éléments de réponse, c'est souvent des vidéos. Et il te met, et si tu as chapitré, il va te mettre exactement le chapitre en question. Le chapitre. Donc, toi, ça peut t'aider. Surtout quand tu as une stratégie un peu recherche, ça t'aide, parce que quelqu'un qui est sur Google va arriver sur ta chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le réflexe d'aller chercher sur YouTube, mais finalement, il va aller sur YouTube. Et si tu as bien répondu au truc, oui. Toi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui donnent, par exemple, 7 conseils pour bien réussir sur Instagram et qui vont te mettre en chapitrage, conseil 1, conseil 2, conseil 3, conseil... non. Là, ça sert à rien ce que tu as fait. À part, tu as dit, j'ai mis du chapitrage pour mettre du chapitrage. Mais mets les conseils. Oui, mais après, je veux pas que les gens ils regardent directement la timeline et passent de conseil en conseil. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est un problème où tu n'es pas sûr de ta vidéo. Donc, voilà un peu mon avis sur le chapitrage. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on fait une bonne miniature? En connaissant bien sa cible. En connaissant bien son audience. Alors c'est un peu faux ce que je dis. Alors, pour moi, comment faire une bonne miniature, c'est toujours pareil que comment faire une bonne vidéo. C'est de se poser les bonnes questions avant
de faire la vidéo et avant de faire la cible, avant de faire la miniature et le titre. Ok. Si vous voulez réussir sur YouTube, arrêtez de faire des vidéos pour que ceux qui vous suivent, et posez-vous toujours la question, est-ce que le sujet parle au plus grand nombre? Voilà. Là, je parle vraiment pour des stratégies où on a envie de développer sa chaîne YouTube. Stratégie recherche comme toi, c'est un peu différent. Mais voilà, c'est comment je parle au plus grand nombre. Donc pas forcément en étant niché. Encore une fois, ça dépend de la stratégie. Une stratégie recherche, c'est quels sont les vrais problèmes de mon audience. Parce qu'on n'est pas sur la communauté, c'est quels sont les vrais problèmes de mon audience. Là, on peut faire de la recherche sémantique, hein, encore une fois. Là, on se rapproche du SEO. Hein, mais voilà, quels sont les vrais problèmes de ma cible. Pour une approche, on va dire une stratégie plus globale, un peu comme du Yann Leonardi, Shubham et tous les gros entrepreneurs qui réussissent, c'est comment je peux intéresser le plus de monde possible. Et comment je vais faire mieux que les autres. On est toujours dans une compétition. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que YouTube aujourd'hui est en compétition avec TikTok, avec LinkedIn, avec Netflix, avec les jeux vidéo. On est sur l'attention des personnes. Quand ils rentrent le soir quand chaque personne rentre le soir chez elle, elle a un temps limité d'attention. Et c'est pour ça que je dis TikTok a bousculé pas mal de choses. Parce que TikTok a pris de plus en plus de place. Donc, comment faire une bonne miniature? Faut qu'elle se détache des autres. Parce qu'encore une fois, YouTube n'est pas un fil d'actualité à l'infini. Dans le sens où c'est pas TikTok. YouTube, tu te connectes, on te propose des vidéos cash. Et tu as 3 secondes pour faire ton choix. Premier choix, tu iras vers les personnes que tu connais. Clairement, tu suis un Squeezie, peu importe sa miniature, tu vas cliquer sur, si tu as l'habitude de voir ses vidéos, tu vas cliquer sur sa vidéo. Donc, toi qui n'es pas connu. Non, t'es personne. T'es personne. Donc, c'est pas ton nom qui va faire cliquer. Toi, c'est ta miniature. Donc, il faut qu'elle se détache des autres. Donc, visuellement, déjà, il faut qu'elle ait un intérêt à cliquer dessus. Soit quelque chose de choquant, curieux, un élément qui sort du lot, des couleurs, un bon contraste de couleurs, des couleurs vives. Voilà, un truc qui se dise, tiens, voilà. Donc, comment faire une miniature? C'est déjà imaginer la miniature avec le titre. Parce que la miniature toute seule, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, pour toi, quel est le meilleur ordre quand tu veux sortir une vidéo YouTube entre le titre, la miniature, le script, le tournage, etc. Meilleur ordre, sujet. Première chose à faire, c'est de quoi je vais parler. Quel est le sujet? C'est ça. Ouais. Quel est le sujet? Qu'est-ce que je veux apprendre à ma cible, à mon audience, à ma communauté? Tu vois, ce serait quoi l'information principale que je veux partager? Sans penser au script, hein, mais vraiment, je veux qu'ils ressortent de la vidéo en se disant, tiens, voilà ou moi, ce que je voulais leur partager. Deuxièmement, miniature et titre. Ça dépend. En gros, ça dépend. Soit on se dit, je vais faire une miniature qui va être l'élément numéro 1 et donc le titre sera en rapport avec la miniature. Soit je fais un titre très puissant et donc la miniature sera en rapport avec le titre. Voilà. En fait, ça dépend des personnes. Je connais des créateurs, ils ont visuellement une idée et donc ils vont imaginer le titre en fonction de ce qu'ils viennent de voir. Parce qu'ils viennent d'imaginer la miniature directe. La miniature est puissante, donc le titre, il arrive après. Il y a d'autres personnes qui vont avoir, mais un peu comme sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont avoir une accroche là. D'un coup, hop, ils sont en train de faire des courses, ils ont une putain d'accroche qui arrive là. Et ils se disent, je vais construire un post rien que parce que j'ai cette accroche. Tu vois ce que je veux dire? Sur YouTube, c'est pareil. Tu peux te dire, oh, putain, ce titre-là, il est génial. Ok. Donc maintenant que j'ai un titre génial, comment je fais la miniature? Et une fois que tu as fait la miniature et le titre, là, tu vas faire ton script et ton intro. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment développer votre chaîne YouTube, faites-le comme ça. Quand on commence, souvent on commence par le script. Et quand on commence YouTube, on s'est dit, j'ai envie de parler de ça, je vais écrire un script. C'est vrai. Hop, j'écris mon script, je tourne la vidéo.
Et après, j'appelle Mathieu, je dis Mathieu, il me faut un titre et une miniature. Ok. Tu parles de quoi, Marion? De ça. Ok. Bon, attends, on va aller voir ton intro. Bon, ok, j'en ai très limité. Hein. Et ça, je le sais, mais encore une fois, quand tu commences, c'est normal d'avoir ce réflexe-là, de dire, je vais d'abord écrire ma vidéo, je vais la tourner, et après, je ferai les titres. Mais forcément, les titres et tes miniatures seront toujours plus restreints Ouais, bien que sûr. si tu faisais l'inverse. Donc voilà. Ça voudrait dire que je devrais d'abord venir te voir et te dire, voilà, globalement, le sujet que j'aimerais traiter. Ok, bon, on va changer. Ouais, c'est ça. En gros, suffisait de le dire. Voilà, c'est ça mon idée, c'est ça mon angle. Comment on fait pour que les gens cliquent sur ma vidéo? Ok. C'est con, mais alors que ce soit toi ou d'autres clients que j'ai pu avoir qui m'envoyaient une vidéo, et le début de la vidéo, c'est aujourd'hui, je vais vous donner les 7 conseils pour... Bah, niveau titre, tu vas pas commencer à faire un truc totalement décalé. La vidéo, elle commence par « je vais te donner 7 conseils ». Alors, comme tu le sais, je vais essayer par certaines mécaniques à trouver des trucs et tout, mais tu peux pas faire un truc un peu plus curiosité. Tu seras forcément sur un titre très informatif. Donc voilà, c'est ce qu'on fait nous avec nos clients. On réfléchit d'abord au titre et à la miniature, et après ils écrivent le script. Est-ce que tu utilises des outils pour t'aider justement dans la recherche de titres ou ce genre de choses, ou même, tu vois, d'autres petits tips? Alors, pour les miniatures, il y a pas vraiment d'outils. Pour les miniatures, ça va être plutôt de la veille. Okay. De la veille sur YouTube, hein, et pas forcément sur le même domaine que mes clients. Voilà. Encore une fois, je suis un amateur de YouTube aussi de particulier, donc moi, j'aime bien faire de l'inspiration sur un peu le côté gaming. Pourtant, je travaille avec des entrepreneurs, mais il y a des mécaniques et des concepts qui sont intéressants. Que tu peux réutiliser. Ouais. Donc par exemple, moi, j'ai un fichier, j'ai un dossier où tous les jours, je vais rajouter 2-3 miniatures qui m'ont tapé dans l'œil, parce que j'aime bien me balader sur YouTube. Et si cette miniature, pourtant moi qui connais l'intérieur de YouTube, je connais les coulisses, mais si je me dis tiens, cette miniature elle m'a tapé dans l'œil, ok, je me la mets de côté, parce que c'est qu'il y a un truc, je vais l'analyser, ou je sais tout de suite pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. Donc voilà. Pour les titres. Attends, excuse-moi, pour la miniature, il n'y a pas un outil qui te permet d'A/B tester ta miniature? Si, tu as TubBuddy, ce qui est une extension, qui est un petit logiciel extension / site qui te permet de faire de l'A/B testing. On l'utilise pas trop parce que ça reste un outil, et il y a des choses qui sont très très compliquées, quoi. Enfin, alors déjà, ne faites pas d'A/B testing quand vous avez une petite communauté. Ouais, ça sert à rien, c'est pas représentatif. On est d'accord, quand tu as 100 personnes qui regardent ta vidéo, tu vas pas me dire « Oh putain, celle-là, il y en a eu 49 et l'autre 51, c'est que celle-là est mieux. » Non, non. Donc c'est assez compliqué. Alors normalement, YouTube devrait sortir son propre A/B testing. Ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'ils en parlent. Donc non. Enfin, en tout cas, pour des personnes qui commencent YouTube, vous embêtez pas avec l'A/B testing. Ok. Voilà. Si c'est l'info à retenir, voilà. Pour les titres, j'ai une petite banque de données de mécanique de titres, parce qu'il y a des mécaniques, hein, comme dans tout. Et là, depuis maintenant quelques mois, j'ai aussi des prompts ChatGPT pour itérer des idées. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça reste un outil, c'est pas là pour me donner des titres, mais avec une bonne utilisation, ça peut m'aider à trouver de l'inspiration ou des termes à utiliser pour m'aider à ton titre. Exactement. Encore une fois, c'est pas les outils qui vont faire les titres, mais ça me permet d'ouvrir un petit peu mon champ d'inspiration, de mettre des titres dans un outil, quoi. Mais à la fin, ça reste l'humain. Et si tu veux même tout savoir, nous, en interne, là où je bosse, les titres sont réfléchis à plusieurs. Ok. Ouais, non, c'est un bon point, je pense, parce que on a chacun nos prismes, mais c'est important de les confronter.
Exactement. Alors, c'est marrant, mais juste avant qu'on commence ce podcast-là, de 9 à 10, j'étais en pleine session titre et miniature pour un client. On était 3. Et comme tu dis, on a tous nos prismes et nos biais. Il y a un moment dans la discussion, c'était ça. Oui, mais toi, tu dis ça parce que tu connais le créateur ou parce que t'as telle vision. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui parce que nous, on est comme ça. Ok, maintenant, et c'est un peu ce que je disais, comment faire cliquer le plus de monde possible. Donc, comment trouver le titre qui va autant plaire à la communauté, mais qui va surtout aller chercher des nouvelles personnes. Donc voilà, c'est marrant. C'est marrant. Ok. Je crois que j'ai pas d'autres questions. On a bien fait le tour. Je pense que j'y vois même moi plus clair dans le YouTube game. T'as un parcours qui est hyper intéressant. Tu nous as apporté plein de valeurs. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais aimé rajouter? Non. Ben, voilà, j'essaye en tout cas que ça soit dans les podcasts invités ou dans les miens de tout donner en tout cas. Voilà, je suis quelqu'un, j'adore partager. Je pense que l'info, le savoir doit être partagé. Donc moi, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec des personnes comme toi. Même si on travaille déjà ensemble, même si on a déjà discuté ensemble. Voilà, c'est toujours... moi, j'aime toujours en tout cas parler de mon parcours et de ce qui m'anime. Et en tout cas, j'espère l'avoir fait ressentir pour ceux qui l'écoutent. Voilà. Donc il y a des choses importantes pour moi. Je suis pas un entrepreneur à succès. Je suis juste un mec là, à la trentaine qui a décidé de changer sa vie et qui avance un peu à l'opportunité et au kiff en fait. C'est surtout ça. Ouais, mais c'est important, c'est ça. Le kiff est important. Moi, je pense que ça reste un de mes premiers trucs. Comme j'ai dit, je suis pas devenu entrepreneur par combat. Voilà, j'avais pas une idée en tête. Non, je suis un entrepreneur qui a été basique dans le sens où je voulais gagner de l'argent parce que je trouve que c'est normal et ce serait moche de s'en cacher, même s'il y en a qui le font. Moi, j'étais au chômage, il fallait que je gagne de l'argent, c'est tout. Mais après, tout le reste a été motivé par le plaisir, d'aider, par le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. J'adore apprendre, donc voilà, mettez le kiff en fait d'abord, et après vous aurez l'argent. C'est une bonne conclusion. J'ai une dernière question, Allez, qui est une question que je pose toujours en fin de podcast à mes invités. Si tu pouvais inviter quelqu'un justement sur ce podcast, tu penserais à qui? Donc si je pouvais inviter un entrepreneur pour parler un peu de communauté, exact. J'en ai cité quelques-uns dans le truc, mais c'est parce que c'est des entrepreneurs que j'aime beaucoup. Alors si je vais en mettre un autre comme ça, j'avoue que j'ai pas d'idées qui me viennent en tête comme ça. Donc je vais dire un Shubham Sharma parce que j'aime beaucoup sa façon de bosser. J'aime beaucoup ce qu'il fait, sa communication. Donc ouais. Shubham. Ok, et ben j'essaierai de l'avoir. J'essaierai de l'avoir, mais oui, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre, et notamment sur la partie YouTube. Oui, Mathieu. Et pas que YouTube, même sur oui, surtout, mais bon. Sur la façon dont il a construit son business avec voilà toutes ses valeurs et voilà, parce qu'effectivement il est bon sur YouTube, mais je pense que sa grande force c'est pas YouTube, c'est organisation, automatisation. Je pense que là-dessus il est très 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 fort. Mais il a tout très bien construit. Il est pénible, il m'énerve. Bon, et écoute, on essaiera de le recevoir sur le podcast. Mathieu, merci beaucoup pour l'échange. Et je te dis à très vite. À très vite, Marion. Ciao.